Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Tout est bon dans le Japon. Avant qu'elle ne commence, je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés malgré ce long mois d'absence, ainsi que tous ceux qui sont restés abonnés. Merci de votre patience, merci également à ceux qui ne sont pas abonnés, mais qui regardent tout de même les vidéos. Par contre, je vous invite à tabasser ce bouton rouge juste en dessous de la vidéo, car nous sommes toujours dans le rush des 1000 abonnés. Bref, nous avons déjà parlé du massacre de Nankin ainsi que de l'unité 731, qui sont peut-être les deux plus gros massacres de guerre commis par l'armée impériale japonaise, mais cette armée a également commis d'autres massacres, moins connus, dont nous allons parler dans cette vidéo. Au cours de la marche de Nankin, qui précéda le massacre de Nankin, deux officiers japonais, Toshiaki Mukai et Tsuyoshi Noda, se sont adonnés à un concours de décapitation. Le premier des deux qui trancherait la tête de 100 personnes serait déclaré vainqueur. C'est du moins ce qui était relayé dans les journaux Osaka Mainichi Shimbun et Tokyo Nichinichi Shimbun en 1937. L'archipel pouvait ainsi être tenu au courant du déroulé et du décompte de cette compétition morbide. C'est un sport qui bien heureusement ne sera jamais homologué, mais cet événement fera toutefois 4 fois la couverture entre le 30 novembre et le 13 décembre 1937. Mais pas de bol, les deux adversaires auraient dépassé le score, rendant alors impossible la désignation du vainqueur. On se retrouvait donc avec un match Mukai 106 et Noda 105. Je rappelle que ces chiffres correspondent à des personnes décapitées. Bon alors du coup Mukai 106, Mukai vainqueur, on arrête le carnage. Non, pas du tout, puisqu'on est reparti pour une seconde manche, cette fois-ci en 150 décapitations. Bon alors évidemment, nombreux sont ceux qui ont douté de ces exploits, soulignant le fait que, remporter 100 combats au corps à corps, c'était un peu gros. Mais attends. Qui a parlé de combat à la loyale? Noda lui-même admettra n'avoir tué que 4 ou 5 personnes au corps à corps, le reste étant des prisonniers désarmés qu'il a exécutés. Nos deux sportifs seront jugés au tribunal des crimes de guerre de Nankin et exécutés le 28 janvier 1948. Évidemment, certains doutent que le concours ait bel et bien eu lieu. Ils croient en effet que les exécutions ont bel et bien eu lieu, mais que le côté compétition est une invention des médias de l'époque. Le 12 janvier 1942, Singapour tombe aux mains des Japonais et 65 infirmières de l'armée australienne prennent la fuite à bord du bateau Weinerbrook. Le bateau comptait également à son bord près de 200 civils, hommes, femmes et enfants, ainsi que du personnel militaire britannique. Cependant, entre Sumatra et Bornéo, un avion japonais bombarda le navire surchargé qui sombra rapidement. Certains occupants, dont 12 de nos infirmières, moururent lors du bombardement ou se noyèrent. Les autres se jetèrent à l'eau ou utilisèrent les canots de sauvetage. Les 53 infirmières restantes, ainsi que les civils qui survécurent, parvinrent à s'échouer sur l'île de Banka. Mais le problème, c'est que l'île de Banka était sous occupation japonaise. Enfin bon, pas d'inquiétude, en tant qu'infirmières de la Croix-Rouge, elles sont protégées par leur statut de non-combattantes, et les tuer serait un crime de guerre. Mais les Japonais les ont tout de même encerclés, pointant leurs fusils sur eux, avant de les emmener dans un bâtiment bondé de monde. Les survivants évidemment étaient exténués, ils avaient faim, ils avaient soif, ils souffraient de leur exposition au soleil après de longues heures en mer, et certains étaient blessés à cause du bombardement du navire et des canots. Mais les soldats japonais ne prêtèrent aucune attention à leurs plaintes et leur donnèrent simplement un seau d'eau et un seau de riz. Alors ici on ne peut pas vraiment parler de crime de guerre, mais plutôt de maltraitance envers les prisonniers éventuellement. Cependant pour les 22 infirmières et la centaine de civils qui se sont échoués sur la côte nord de Banka, c'est une autre histoire. En effet, ce groupe-là décida de se rendre immédiatement aux Japonais. Un groupe de survivants masculins se désigna pour aller trouver les Japonais. Ils étaient accompagnés de femmes civiles et de leurs enfants. Pendant ce temps, les 22 infirmières restées sur la plage s'occupaient des blessés et érigeaient une croix rouge pour signifier aux Japonais qui éventuellement passeraient par là leur statut de non-combattante. Il ne fallut pas bien longtemps pour qu'une quinzaine de soldats japonais débarquent depuis Muntok. Certains d'entre eux restèrent sur la plage avec les infirmières, tandis que les autres emmenèrent une cinquantaine de survivants masculins dans la jungle. Depuis la plage, les infirmières purent entendre des coups de feu provenant de la jungle. Peu de temps après, les soldats japonais revinrent en essuyant le sang sur leurs baïonnettes. Suite à cela, les Japonais ordonnèrent aux infirmières de se mettre en ligne et de marcher vers les vagues. Et une fois qu'elles avaient de l'eau jusqu'à la taille, les Japonais ouvrirent le feu sur elles grâce à une mitraillette qu'ils avaient installée sur la plage. Seule Viviane Bullwinkle a survécu au massacre. Elle a pris une balle dans le dos et a fait la morte. Après avoir attendu un certain temps, elle prit le risque de revenir sur la plage, et heureusement pour elle, les soldats japonais étaient déjà partis. Elle fut ensuite rejointe par Kingsley, un soldat anglais, qui lui avait survécu à un coup de baïonnette. Ils furent nourris par les femmes d'un petit village, mais l'un comme l'autre savait très bien que ce n'était qu'une question de temps avant que les Japonais ne les retrouvent. Aussi décidèrent-ils de se rendre d'eux-mêmes à Muntok, un camp japonais. Kingsley y décédera de sa blessure. Quant à Viviane Bullwinkle, elle survécut 3 ans dans le camp, puis témoigna de ce massacre de guerre au tribunal de Tokyo en 1947.
Elle retournera ensuite en Australie où elle témoignera encore. Alors dans tout ça, il y a un fait dont j'ai volontairement omis de vous parler, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. En effet, avant d'être arrosées de balles, les infirmières furent violées par les soldats japonais. Seulement, l'État australien interdit à Vivian Bullwinkle de parler de ses sévices sexuels pour protéger les familles des victimes. Vivian Bullwinkle mourut le 3 juillet 2000, à l'âge de 84 ans. La bataille d'Amboine se déroula du 30 janvier au 3 février 1942 sur l'île d'Amboine, dans les Indes néerlandaises, en Indonésie. Au cours de cette bataille, le Japon conquit et envahit l'île en quelques jours face aux Alliés, qui comptaient les forces hollandaises, américaines et australiennes. Et si je plante ainsi le décor, c'est parce que le 2 février ou le 1er février, ça dépend des sources, le dragueur de mine japonais W9 se prend une mine posée par le mouilleur de mine néerlandais Goudenleu dans la baie d'Amboine et coule à pic. Par désir de vengeance et suite à la reddition, le personnel militaire japonais choisit au pif 300 prisonniers hollandais et australiens et les exécute dans l'aérodrome de Laha. En 1946, ce crime de guerre fit l'objet d'un des procès les plus importants jamais entrepris. 93 membres du personnel militaire japonais ayant pris part au massacre de Laha furent jugés par un tribunal militaire à Amboine. Le commandant Kunito Hatakeyama, qui commandait directement le massacre, a été pendu. Au cours de la bataille de Singapour, que les Japonais ont remportée, je vous le rappelle, les soldats japonais sont allés à l'hôpital d'Alexandra qui arborait les croix rouges. Et bien qu'un membre de l'hôpital soit sorti avec un drapeau blanc, les Japonais l'ont poignardé à la baïonnette avant d'entrer dans l'hôpital et d'aller de salle en salle pour frapper ou tuer les médecins, les patients, les infirmières, les curés et les membres de l'administration. Ils ont ensuite pris 100 personnes complètement au pif, les ont emmenées derrière l'hôpital et les ont exécutées au petit matin avant de les enterrer dans une immense fosse qui fut recouverte par l'herbe avec le temps. Ce lieu a bien entendu fait l'objet de fouilles archéologiques pour retrouver les corps bien après la guerre. Et il n'y avait aucune raison à ce massacre si ce n'est de semer la terreur. Le massacre de Manille a eu lieu lors de la bataille de Manille qui se déroula entre mars et février 1945. Le général Tomoyuki Yamashita ordonna le retrait de ses troupes de la capitale, car il considéra que Manille était impossible à tenir face aux Alliés. Il privilégia en effet la défense du reste de Luçon. Cependant, 20 000 hommes de la marine impériale japonaise, sous le commandement du contre-amiral Sanji Iwabuchi, désobéirent aux ordres et restèrent à Manille. Ils assurèrent une défense acharnée, aidés par 4 000 hommes de l'armée impériale japonaise, qui ne purent quitter Manille, pris au piège par les Alliés. Cette troupe japonaise fut très vite cernée par la progression américaine et harcelée par les tirs d'artillerie. Profitant d'une accalmie, ils décidèrent de calmer leurs nerfs sur la population civile de Manille, hommes, femmes et enfants. Ils mutilèrent, violèrent et massacrèrent dans des écoles, des hôpitaux et des couvents. On estime environ 100 000 victimes, même si évidemment ce chiffre varie selon les sources. Et c'est ici une fin de vidéo, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à bombarder les pouces bleus, mets-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, partage la vidéo tout autour de toi pour aider la chaîne un maximum, et bien sûr, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et sur ce, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Janet!